Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Nous allons découvrir aujourd'hui une brasserie extra souple et qui, malgré une production annuelle de 25 000 hectos, est qualifiée d'inefficace par son propre dirigeant. Elle ne brasse pas une bière, mais des centaines pour des clients disséminés dans le monde entier. Je vous emmène aujourd'hui en Belgique, dans les coulisses d'une brasserie à façon. Saison 8, épisode 3, Woutervermersch, brasserie BCB à Menin. Cet épisode du Podcapsuleur vous est proposé dans le cadre d'un partenariat avec BCB. C'est une brasserie pas comme les autres que je vous emmène découvrir aujourd'hui, une brasserie qui habituellement ne se visite pas, car certains de ses clients aiment la discrétion, d'autres n'ont pas de tabou à parler de brassage à façon, mais pour autant, nous ne citerons aucune marque de bière. Chez BCB, on brasse la bière à la carte, et pour notre visite, c'est Woutervermersch qui nous accueille. Bonjour, je suis Wouter Vermeers de la brasserie BCB à Menin en Belgique. Wouter, bonjour, merci de nous accueillir ici à Menin, où la brasserie est installée depuis 2016. Alors cette brasserie, historiquement, c'est pas toi qui l'as fondée, mais tu en as été l'un des employés, et puis tu l'as rachetée finalement pour la transformer, et bien la transformer, parce qu'en fait, quand on la regarde aujourd'hui, elle n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était au départ. À l'origine, elle est née en 2011 à Courtrai, et c'est en 2014 qu'avec ton épouse, vous la rachetez. Et c'était une petite brasserie où on faisait des batchs de 5 hectos. Depuis, les choses ont quand même beaucoup changé. Oui, c'est vrai. On a commencé dans une petite brasserie à 500 litres, en fait, 5 hectolitres. On a immédiatement commencé à brasser à façon. Petit à petit, nous avons continué à investir. Et à un certain moment, le bâtiment où on était trop petit. En 2016, nous avons déménagé vers Menin, où on est maintenant. Et de nouveau, nous avons continué à investir. Et donc actuellement, on produit des batchs autour de 50 hectolitres, avec un volume total annuel autour de 25 000 hectolitres. De formation, tu es ingénieur brasseur, mais puis tu as un parcours qui est plutôt dans le commerce. Tu as notamment travaillé chez un célèbre fabricant de filtres presse, et en parallèle, tu brassais le week-end. Raconte-nous cette époque-là. Alors, en fait, en 2014, quand on avait commencé, honnêtement, j'avais pas de sous. Donc, j'avais encore un job à plein temps. Et moi et mon épouse, on faisait la brasserie pendant le week-end. Donc, pendant la semaine, j'étais commercial chez la société Meurin. Donc, en fait, ce que je faisais, c'était vendre des salles de brassage pour des grandes brasseries partout dans le monde. Pendant le week-end, quand j'arrivais à la maison, je commençais immédiatement à brasser le samedi, le dimanche. Et dimanche soir, normalement, je prenais de nouveau un avion pour aller en Inde, en Chine, aux États-Unis. En fait, en réalité, nous avons commencé avec 9 000 euros. Heureusement, il y avait des banques qui faisaient confiance à nous. Mais donc, oui, nous avons commencé avec 9 000 euros. Et tout ce qu'on a fait entre-temps, c'est réinvestir l'argent que nous avons gagné. Ton premier client, c'était ton coiffeur. Oui, c'est vrai. J'avais un bon coiffeur qui voulait avoir sa propre bière. Je lui avais dit que j'avais racheté une petite brasserie à Courtrai. Et il disait, bon, je veux t'aider, donc je vais t'acheter 500 litres. Mais à côté de ça, la deuxième brasserie, la semaine après, c'était en fait une grande brasserie en Chine. Et en fait, la deuxième brasserie de Chine, en fait, qui voulait créer 2 bières chez nous, une blanche et une ambrée. Et il voulait que les recettes étaient créées en Belgique. Bon, comme j'avais juste vendu une brasserie là-bas, ils m'ont demandé de créer les recettes pour eux. C'est ça. Donc, mon premier client, c'était un coiffeur. Mon deuxième, c'était la deuxième brasserie de Chine. Avec les volumes qui ont suivi derrière ? Avec les volumes qui ont suivi, heureusement. Oui, c'est le but. C'est intéressant ce que tu dis, parce que ça veut dire que quand on est brasseur à façon, en Belgique, on produit des bières pour des entreprises du monde entier ? C'est-à-dire, à l'époque, 80% de notre chiffre d'affaires était en dehors de l'Europe. Mais ça, c'était avant Covid. Pendant Covid, bien sûr, beaucoup a changé, comme pour tout le monde. Et après Covid, on avait presque plus de clients en dehors de l'Europe. Ça veut dire que actuellement, la plupart de nos clients en fait se trouvent en Belgique, aux Pays-Bas, mais surtout en France.
Ça fait 10 ans maintenant qu'avec ton épouse Barbara, vous pilotez cette brasserie BCB. Et en 10 ans, malgré tout, malgré la période Covid, la brasserie n'a cessé de se développer. Hein. Tu nous parlais des 25 000 hectos produits chaque année ici. On peut aussi parler des plus de 2000 recettes qui ont été brassées en 10 ans. Il en reste aujourd'hui 700 qui reviennent très très régulièrement. C'est déjà énorme. Et parmi ces 700, 200 recettes de bière sans alcool. On sent depuis quelques années qu'il y a un vrai engouement pour la bière sans alcool et ici, il est vraiment concret. Oui, c'est vrai. Mais donc, en fait, 2000 recettes, ça, c'est depuis le début. Actuellement, les recettes qui reviennent, ou les bières qui reviennent en fait, dans notre production chaque année, c'est d'environ 700, comme vous dites. Mais il faut aussi compter que ce n'est pas toutes les bières. Donc, 700 différentes recettes, mais on produit également des cidres, des softs, beaucoup de bières sans alcool, bien que notre focus est toujours de la bière. Mais parce qu'en fait, le marché brassicole, c'est un peu difficile pour le moment, et que les bières sans alcool deviennent de plus en plus populaires. Actuellement, oui, les 200 bières sans alcool qu'on produit font déjà 52% de notre chiffre d'affaires. Donc, en réalité, on fait 700 différentes recettes, dont 200 bières sans alcool, mais les 200 sur les 700 font déjà 52% de notre chiffre d'affaires, de notre volume total. Qu'est-ce qui explique cet engouement pour les bières sans alcool et pourquoi est-ce que les brasseries les font fabriquer ici ? Premièrement, pourquoi nous sommes intéressés dans des bières sans alcool ? Moi, je ne bois pas beaucoup. Donc, à l'époque, j'ai bu beaucoup, mais on gérait une société. Je bois de moins en moins actuellement. Et en fait, j'ai une vraie passion pour des bières sans alcool, en réalité. Donc, j'aime bien boire des bières, mais j'aime surtout le goût. J'aime pas vraiment l'effet de l'alcool. Donc, pour ça, j'aime bien de me focaliser là-dessus. Mais à côté de ça, pourquoi les gens viennent ici ? Je pense que dans le temps, donc ça fait déjà 8 ans qu'on produit des bières sans alcool, dans le temps, nous avons vraiment nous développé là-dessus. Nous avons vraiment mis notre focus sur des bières sans alcool et nous avons même développé notre propre méthode pour le produire. Ce qui nous permet en fait de produire des bières sans alcool qui ressemblent vraiment à des bières. C'est peut-être pour ça que les brasseurs viennent ici, je ne sais pas. Oui, parce qu'on connaît des méthodes classiques pour produire de la bière sans alcool, mais ici, chez BCB, tu as développé ta propre méthode. Oui, c'est vrai. Donc en fait, en réalité, il y a, à mon avis, 4 méthodes pour produire des bières sans alcool. Donc premièrement, il y a la distillation sous vide, qui est à ce jour la seule méthode sur le marché qui permet de produire des bières en dessous de 0,05%, donc des bières 0,0. À côté de ça, il y a des autres manières pour produire des bières sans alcool. Donc, sans alcool, en France, ça veut dire en dessous de 1,2%, mais dans le reste de l'Europe, en fait, c'est en dessous de 0,5%. Donc, toutes les bières sans alcool qu'on produit sont aussi en dessous de 0,5%. Les méthodes, là, sont, premièrement, l'osmose inversée. Deuxièmement, la fermentation avec des levures qui sont maltose négatives ou qui sont crêperies négatives. Troisièmement, on peut aussi faire une fermentation bactérielle, donc pas avec des levures, mais ce qui donne aussi un bon goût. La quatrième solution, c'est en fait une méthode que nous avons développée nous-mêmes. Je ne peux pas en parler parce que nous avons déposé un brevet. Mais donc, en fait, ce qu'on fait, c'est on démotive la levure pour former de l'alcool. Mais donc, en fait, les levures qu'on utilise sont des levures standards, qui sont sur le marché aussi actuellement, mais nous avons trouvé une manière pour qu'ils ne produisent pas de l'alcool. Et là, il y a un brevet qui est en cours de dépôt. Je ne peux pas en parler. Hein. Je ne peux pas en parler, vraiment pas. Par contre, on peut revenir sur l'époque Covid, qui est quand même venue chambouler un peu la brasserie ici, puisque tu te souviens qu'en octobre 2019, en une journée, tu avais perdu 27% de ton chiffre d'affaires. Bah oui, et je pense que le monde s'est vraiment arrêté à ce moment-là. Donc oui, c'est vrai que octobre 2019, quand Covid commençait en Chine, 27% de notre chiffre d'affaires s'était fait en Chine. Donc c'était vendu en Chine. Et du moment où la Chine allait en quarantaine, nous avons eu des annulations de tous nos clients. Donc en une semaine, nous avons perdu en fait le 27% de notre chiffre d'affaires à ce moment-là.
C'était catastrophe pour nous à ce moment. Et à ce moment-là, on ne savait pas encore que le reste du monde suivrait. Finalement, on est toujours là, hein, donc c'était pas vraiment la fin du monde, mais c'était quand même une période difficile, oui. Oui, oui. Oui, puis surtout, tu avais développé la brasserie, passant de une personne, c'est-à-dire toi, en 2016, à plus d'une vingtaine en 2019. Donc, il y avait quand même quelques salariés qui comptaient sur toi et sur la production. Heureusement, nous avons pris une décision là, un peu particulière. Au moment où Covid commençait en Chine, on voyait immédiatement qu'il y avait certaines choses qui étaient immédiatement en rupture sur le marché. Entre autres l'alcool désinfectant. Donc à ce moment-là, nous avons acheté immédiatement énormément d'alcool pur. Nous l'avons stocké chez nous ici, donc de l'alcool en fait alimentaire, hein, de 96%. Nous l'avons stocké ici. Nous avons permis pour le stockage de l'alcool pur. Et on avait acheté énormément, mais vraiment énormément. Et au moment où Covid se lançait ici en Europe, donc je pense que c'était le 20 mars 2020 en Belgique, nous avons immédiatement demandé tous les permis qu'il fallait pour produire de l'alcool désinfectant. Comme ça, en fait, j'ai pu garder tous mes gens. Nous avons produit de l'alcool désinfectant en masse. Et ça nous a permis de continuer. Ça a sauvé la brasserie ? Oui, absolument. Absolument. Ça a sauvé la brasserie. Ouais. Wouter, nous nous retrouvons dans la brasserie pour visiter. Alors ici, on se trouve au cœur de la production. Oui, absolument. Contre le mur, là, nous avons la salle de brassage, équipée avec un filtre Meura, bien sûr, avec un versement maximal de 1000 kg de malt. Donc, en fait, un salle de brassage équipé avec un Meura ne s'explique pas en hectolitres, mais en kilos de versement de malt. Donc chez nous, en fait, c'est d'environ 1000 kilos. Et donc, dépendant du gravité du mou, on peut produire des différents volumes. À côté de ça, bien sûr, il y a la fermentation. On ne filtre pas, nous avons un centrifugeuse. Et ici, nous avons la ligne de bouteillage où on conditionne des bouteilles et des canettes. Nous avons un pasteur, un tunnel, et 3 différentes étiquetteuses. Donc une étiquetteuse pour appliquer des étiquettes autocollantes, une étiquetteuse pour des étiquettes à colle froide, et encore une étiquetteuse pour appliquer des manchons ou des sleeves autour des bouteilles ou des canettes. C'est la spécificité d'une brasserie comme celle-ci, c'est son adaptabilité, savoir répondre aux besoins et aux exigences des clients. Oui, c'est ça. À mon avis, nous sommes la brasserie la plus inefficace que tu as déjà vue. Parce qu'en fait, en production, nous avons 4, 5, 6 différentes batchs par jour. Et c'est bien possible qu'un client demande d'en fait séparer un certain batch en 2 différents types de conditionnement. Donc ça peut être des bouteilles de 33 et des canettes de 33, ou des bouteilles de 33 et des bouteilles de 75, des bouteilles avec une capsule ou avec un bouchon muselé. Tout est possible. Je pense que la moitié du temps, nous sommes en train de faire des rechanges en fait, sur les machines. On s'est rapproché du bloc chaud. Comment se passe le process de brassage ? Notre brasserie est un peu particulière parce que bien sûr, nous devons être super flexibles. Hein. Il y a des clients qui nous demandent vraiment de faire des brassins super spéciaux également. Donc c'est pour ça que la salle de brassage est un peu particulière. Donc premièrement, nous avons la cuve d'empâtage. La cuve d'empâtage que nous avons n'est pas équipée avec un double paroi. Donc ça veut dire qu'on ne chauffe pas avec de la vapeur dans le manteau. Ce qu'on fait, c'est qu'on injecte de la vapeur immédiatement dans la mèche. Ça nous permet en fait de changer le volume dans la cuve. Donc normalement, si tu as un double paroi, il faut remplir la cuve toujours jusqu'au niveau en fait du double paroi. Chez nous, ce n'est pas le cas, parce qu'en fait, on doit seulement remplir la cuve 20 cm, 25 cm, c'est déjà assez. Donc pour des petits brassins, on peut jouer avec ça. Aussi parce qu'on injecte la vapeur a une température plus faible, on a moins de dénaturation d'enzymes, on a moins de réactions Maillard, moins de réactions caramélisation. Donc ça veut dire aussi un brassin plus stable, plus consistant. Donc après la cuve d'empâtage, nous avons le filtre Meura 2001. Nous ne travaillons pas avec une cuve filtre parce qu'en étant brasserie à façon, c'est impossible de produire de bonne qualité avec un cuve filtre parce qu'on doit être trop flexible. Ou bien tu perds de la flexibilité, ou bien tu perds de la qualité. Mais donc dans notre cas, nous travaillons certainement avec un Meura 2001 parce qu'avec un Meura 2001, nous n'avons pas seulement une meilleure efficacité de notre filtration, mais à côté de ça, on peut vraiment jouer avec des volumes de production. Parce qu'en fait, quand on a un cuve de filtration, par exemple,
la surface de filtration est toujours fixe. Ça veut dire qu'on peut seulement jouer avec l'épaisseur du lit de filtration. Chez nous, ce n'est pas le cas. Dans un Mura 2001, il y a des différentes chambres et on peut choisir combien de chambres on utilise. Donc nous avons une surface de filtration variable. Et comme ça, l'épaisseur du lit de filtration reste toujours le même. C'est la surface qui change. Comme l'épaisseur du lit de filtration reste la même, on peut toujours garantir la même qualité du mou, même si on produit une bière super faible comme une bière sans alcool. On va continuer à la cuve d'ébullition. Dans la cuve d'ébullition, là, de nouveau, nous n'avons pas de double paroi, mais nous avons un cuiseur externe avec un tuyau vertical dans la cuve, avec un double chapeau chinois, pour en fait avoir le maximum d'évaporation que possible. Ça évite d'avoir du DMS dans la bière finale. Et en fait, nous avons une évaporation d'environ 12% par heure. Donc ça veut dire que pour des bières à haute gravité, on peut également évaporer encore de l'eau pour arriver à une gravité encore plus élevée. Il ne faut pas oublier, après la filtration, avec un Mura 2001, on obtient toujours un mou autour de 20 plateaux, sans sucre rajouté. Donc si on évapore encore 12% par heure, on peut aller encore plus haut que ça. Bon, et après on refroidit comme une brasserie normale. Bien sûr, on a un whirlpool, on refroidit comme une brasserie standard et on transfère vers des cuves de fermentation. Et dans les cuves de garde, de fermentation de garde, c'est la même cuve qu'on utilise. Normalement, le mou, bien sûr, le mou est changé vers la bière, mais ça reste là-dedans pendant 17 jours. Pour une bière sans alcool, normalement autour de 10 jours, parce que la fermentation est plus courte. Donc une fermentation pour une bière sans alcool, ça prend normalement 48 à 72 heures d'environ, donc 2 à 3 jours. Et après, on a une garde, bien sûr, comme chez tous les bières, et on peut centrifuger et conditionner. Oui, donc c'est bien de faire de la bière sans alcool, ça va plus vite. Au niveau de cuve, c'est plus efficace, oui. Ça m'épargne de la place, quoi. Ouais. Quand on brasse à façon, forcément, le nerf de la guerre, c'est un peu la capacité de fermentation, parce que là aussi, il faut être ultra flexible. Oui, comme j'avais déjà dit, nous sommes une brasserie super inefficace. Ça veut aussi dire que nous avons beaucoup de différentes cuves, mais aussi des petites cuves. Une brasserie qui produit ses propres bières, bien sûr, et peut mettre des grandes cuves, les remplir en différentes journées peut-être, et après les conditionner aussi en différentes journées. Chez nous, en fait, on a des petites cuves, mais on fait 3, 4, 5 par jour, hein, même plus. Mais à l'autre côté, ça nous donne aussi de la flexibilité. Donc si un client, par exemple, veut produire 12 hectolitres ou 24 hectolitres, il n'y a pas de problème. On peut produire des volumes plus élevés, mais on peut déjà démarrer à ces volumes-là. Oui, et puis effectivement, une fois qu'il s'agit de vider les fermenteurs, c'est parti, le conditionnement, là aussi, ça recommence avec cette flexibilité et ce nombre de contenants qui peut varier effectivement d'un client à l'autre. Absolument, donc on s'adapte toujours à nos clients, mais en fait c'est notre métier, nous sommes aussi bien équipés et on est habitué à faire des changements. Mais donc il faut aussi compter que nos gares, en fait, 4-5 fois par jour, ils font un changement de canette à bouteille, bouteille à fût, fût de nouveau à canette ou à bouteille, changer de format de 33 à 75, changer de format de canette, 33, 25, 44, 50. On est habitué à tous, mais ça prend du temps et ça nous coûte un peu d'efficacité. Oui, alors plutôt qu'une brasserie inefficace, comme tu le disais tout à l'heure, c'est peut-être une brasserie sans routine, où la routine n'a pas le temps de s'installer? Non, mais le problème, c'est surtout un démarrage et un arrêt d'une machine, ça coûte du temps. Certainement, comme nous avons un pasteur, en fait, les bières qui se trouvent dans le tunnel, ils doivent d'abord sortir avant qu'on peut commencer un nouveau brassin. Donc on perd quand même un peu de temps là. Bien sûr, une brasserie qui produit en fait la même bière pendant 2-3 jours, oui, il peut démarrer le matin et se termine le soir. Nous, on démarre à 6 h du matin, donc le premier gare il arrive à 5 h. À 6 h, il commence à conditionner. Et à 7h30, c'est déjà fait, on doit déjà changer vers le nouveau, faire un deuxième. Donc voilà, c'est super inefficace, hein. Mais c'est ça qu'on aime. On a parlé tout à l'heure de 700 recettes différentes. Quelle est la plus facile à réaliser et quelle est la plus extrême? Le plus facile à créer, ça dépend d'où dans la production. Dans la salle de brassage, un brassin qui contient 100% de malt pils, c'est le plus facile bien sûr à faire. Dans la fermentation, le plus rapide, c'est une bière sans alcool. Pour centrifuger, aussi une bière sans alcool, la plus facile. Et dans le conditionnement, je pense que les bières qui sont refermentées en bouteille, ça c'est le plus facile parce qu'ils ne sont pas carbonatés, c'est toujours fait en ISO.
Mais là, on baisse la carbonatation un peu. On fait toujours une combinaison de carbonatation et de fermentation en bouteille. Mais bon, si on doit soutirer une bière à 4,5 grammes de CO2, par exemple, en comparaison avec une bière de 6 grammes de CO2, on gagne de la vitesse sur 4,5. Hein. Donc ça dépend un peu de la place dans la brasserie. Et les recettes les plus extrêmes? Qu'est-ce qu'on a déjà fait? Nous avons déjà produit des bières avec une gravité de 36 plateaux, sans rajoutement de sucre, donc juste avec du malt. Mais ça, on peut faire grâce au Murin 2001. À côté de ça, oui, bien sûr, des IPA, ils étaient super populaires il y a 2 ans. Donc des New England IPA, des double IPA, triple dry hop, double IPA, West Coast, East Coast, you name it. Donc en fait, oui, houblonnage accru, ça peut être très extrême parfois. À côté de ça, on a déjà fait des bières infusées à l'Oreo, donc des biscuits Oreo. Des bières qui contiennent un glitter, des bières infusées à la viande. Et je pense qu'on a presque fait tout. Le seul qu'on ne fait pas, c'est la fermentation spontanée et la fermentation bactérienne. Ça, on ne fait pas. À cause du risque de contamination? C'est pas que j'ai peur de le faire, parce que nous avons des procédures de nettoyage assez profondes et tout le monde le suit très bien. Mais c'est surtout pour nos clients. Je ne veux pas avoir que mes clients ont peur de faire produire chez nous parce qu'on brasse en fait avec de la fermentation spontanée ou avec des Brettanomyces ou des bactéries, quoi. Donc je veux juste éviter que mes clients ont peur. Voilà, à côté de la production, on a bien sûr un laboratoire. Toutes les bières qui sont brassées ici passent par l'analyse? Voilà, plusieurs fois. En fait, en étant brasserie à façon, la qualité, c'est le plus important qu'on a. Donc en fait, nous n'avons pas de marque. Ça veut dire que, à part de cette interview, nous n'avons pas de marketing. Donc en fait, le seul marketing que nous avons, c'est la qualité qu'on produit. Donc oui, pour nous, le labo, c'est hyper important. C'est aussi pour ça qu'on a bien investi les années dernières dans les équipements, en fait, pour pouvoir garantir vraiment la qualité qu'il faut et la consistance des bières qu'on produit. Les analyses ont lieu à quel moment dans le process? Tout le temps. Donc on commence déjà dans la salle de brassage. Donc on fait bien sûr les analyses du pH, de l'eau, de la vapeur qu'on utilise. On analyse vraiment tout. Après, dans la fermentation, on analyse chaque cuve, chaque journée, même pendant la garde. On mesure après la centrifugation. Donc là, on fait une analyse complète par le Anton-Par. En fait, nous avons un alcoolizer, un nouveau, qui nous permet de mesurer l'alcool jusqu'à 0,01%, ce qui est important pour des bières sans alcool. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde, mais donc il est hyper accurate. Et chaque bière, après la centrifugation, passe par l'Anton-Par pour une analyse complète. On mesure également l'amertume, la couleur, la densité, sucre résiduel apparent et réel, le taux d'alcool, mais également, bien sûr, les choses faciles comme le pH, la stabilité de mousse, le CO2, l'oxygène. L'oxygène partout dans le process, donc à partir du centrifugeuse, c'est mesuré en continu en fait. Nous avons aussi en ligne des instruments Anton-Par aussi qui mesurent la densité, l'alcool, l'oxygène, le CO2 pendant les transferts qu'on fait. En fait, je pense que nous avons exagéré un tout petit peu en termes de contrôle, mais pour moi c'est super important qu'on fait des analyses en continu pour garantir la qualité, parce que, comme j'ai dit, c'est tout ce qu'on a. Notre marketing, c'est vraiment la qualité qu'on produit. C'est ça qui donne notre réputation. Et donc, une fois que toutes les analyses sont réalisées, la bière est forcément parfaite, meilleure que dans la brasserie cliente? Ça, je n'ose pas dire. Ça, je ne peux pas dire. Non, je pense que meilleur ou plus mauvais, c'est quelque chose de subjectif. On se base sur des valeurs qu'on doit atteindre. Donc ça veut dire que, bien sûr, la bière doit coûter bien. Ça, c'est le but. Et ça doit ressembler à ce que le client produit. Dans la plupart des cas, c'est exactement la même bière. Mais on se base vraiment sur les valeurs que le client donne. Donc d'abord, on suit la recette en détail, comme j'avais dit. À côté de ça, normalement, le client nous donne toujours un cahier des charges. Et là, en fait, il est mentionné le taux d'alcool, le pH, le sucre résiduel, la couleur de la bière, la stabilité de mousse, tous les détails qu'il veut dans sa bière. Et bien sûr, c'est à nous, dans notre labo, de contrôler bien, après que la bière soit faite, que les paramètres que le client demande, que le cahier des charges est éteint.
L'ingrédient majeur de la bière, c'est évidemment l'eau. Quand on est brasserie à façon, on est obligé de s'adapter aux exigences du client, de la brasserie cliente. Donc j'imagine que ici l'eau est traitée, retraitée et corrigée dans tous les sens. Ah oui, bien sûr. On suit toujours les recettes de notre client en détail. Ça veut dire qu'on n'utilise pas seulement les maltes, les houblons, les levures qu'ils utilisent. On ne suit pas seulement le processus, les paramètres que notre client demande. Mais bien sûr, on adapte également l'eau. C'est pas que on va vraiment sur le ppm de magnésium, calcium, sulfite, sulfate, doser exactement le taux que le client veut. Mais nous avons des sels qu'on utilise pour corriger l'eau qui dépendent en fait du type de la bière. Donc ça veut dire, si on veut produire une bière style New England IPA par exemple, on va utiliser un différent sel que quand on produit un West Coast IPA. Aussi, ou qu'on produit une Pils ou une Bock. Donc, et je pense, je ne suis pas sûr, mais je pense que nous avons 26 différentes compositions de sel qu'on peut utiliser pour les différentes applications. Normalement, c'est plus ou moins ce que le client demande. On a parlé de la souplesse et de la flexibilité de la brasserie BCB. Là, on est dans les stocks de canettes, de fûts, de bouteilles. Mais alors, il y en a vraiment énormément parce que forcément, tous tes clients font arriver ici leurs emballages et forcément, il faut un peu de place. Heureusement, on en a. Des canettes, par exemple, des canettes imprimées. On peut les commander par 4000. Et donc, il y a beaucoup de clients qui commandent des canettes imprimées, même pour des petites productions. Mais bien sûr, une canette prend plus de place qu'une étiquette. Et donc, bien sûr, il faut énormément de place. Et si on travaillait seulement avec des canettes neutres, des canettes blanco, sur lesquelles on doit appliquer une étiquette, on a besoin de moins de place que si on commande des canettes déjà imprimées, avec le design du client là-dessus. C'est aussi pour ça que nous avons à peu près 2 millions de canettes en stock, mais vraiment de différents produits. Des canettes de 25, 33, 33 slick, 44, 50 centilitres. Et à ce moment, tout le monde veut des canettes. Et tout le monde veut des canettes imprimées. Donc oui, ça prend quand même un peu de place. Pour les bouteilles aussi, c'est forcément un sacré capharnaüm parce que chacun a son format spécifique, la bouteille qu'il aime bien et en tout cas qui reflète l'image de la brasserie. Oui, donc ça c'est encore une autre chose. Nous avons pas mal de différentes variétés, de différents formats de bouteilles, mais je ne vais pas te donner la liste complète autrement. On a des bouteilles de 20 centilitres, 25 centilitres, 27,5 centilitres, 33 Apo, 33 Vichy, 33 long neck, 37,5 Apo pour bouchon muselet, 37,5 pour capsule, 50 centilitres, 75 bière belge, 75 champenoise bouchon muselet, 1,5 litre Magnum et tout autour de ça. Et en plus, on les a normalement aussi en bouteille brun, en bouteille noire, en bouteille vert, en bouteille transparent. Donc oui, c'est quand même un investissement. Finalement, le fût, c'est le plus simple. Au niveau de fût, nous avons des fûts de 20 litres, des fûts de 30 litres, des fûts de 50 litres. Et il y en a qui ont des fûts en acier, avec une tête plate, tête S, tête G, tête key-keg. Fûts de 20 litres jetables, donc one way. Nous avons des fûts avec un poche, sans poche. Aussi en tête S, on a ça. Key-keg, ça n'existe seulement avec poche. Heureusement, ça n'arrête pas. Il n'y a jamais d'erreur ? Heureusement, oui, parfois. Non, parfois ça se passe. On reste humain. Donc oui, ça se passe. Je pense que, je ne connais pas les chiffres, mais je pense que l'année passée, 2 ou 3. Donc c'est raisonnable. C'est raisonnable et heureusement, nos clients sont aussi raisonnables que ça se passe. Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Évidemment, on ne pourra citer aucune marque, mais on va pouvoir parler de style et puis de composition de la bière et de process de fabrication. Wouter, on commence par quoi ? Donc j'ai 5 différentes bières. Donc premièrement, j'ai une quadruple whisky infused de 12% 4. Après, j'ai un barley wine de 14%. J'ai une bière sans alcool, pour changer. Une cerise assez douce, en fait, sans alcool. Après, j'ai un barley wine également, mais qui vient de fût de chêne. Donc qui a été mis pendant 1 an et demi sur la fût de chêne. Et je propose de terminer par quelque chose de rafraîchissante, une blonde de 7%, réfermentée en bouteille assez classique.
On y va. On commence par le Whisky Infused, donc c'est une quadruple que nous avons créée en fait il y a quelques mois, dans lequel nous avons rajouté 1% de vrai whisky. Le whisky que nous avons mis là-dedans, c'est un Lafroig. Et en fait, ça donne un nez un peu plus alcoolisé et en fait un peu plus chaud que dans un quadruple standard. Oui, donc le nez, effectivement, est puissant. Oui, en fait, c'est assez peat, donc ça donne comme j'ai dit, une certaine chaleur à la bière. Aussi, quand on le goûte, on goûte vraiment l'alcool supplémentaire. Donc, c'est déjà une bière assez forte. Donc, on commence déjà avec une bière de 11%, dans laquelle on rajoute encore du whisky de 65 degrés d'alcool, qui en fait augmente bien sûr le taux d'alcool et qui vraiment, comme il n'y a pas de sucre rajouté là-dedans, qui vraiment donne un effet alcoolisé à la bière. Mais bien balancé, bien sûr. Hein. Donc, c'est pas seulement de l'alcool pour boire de l'alcool, c'est vraiment un whisky de qualité qu'on a mis là-dedans pour bien balancer avec le goût d'un vrai quadruple que la bière est de base. Donc, comment est-ce qu'on fait? C'est pas qu'on ouvre la cuve et on rajoute le whisky juste là-dedans. Autrement, on aurait trop d'entraînement d'air. Donc, ce qu'on fait, c'est en fait, on ouvre les bouteilles de whisky, on le met dans notre hop gun. Après, on ferme le hop gun, on lave le whisky avec du CO2 pour être sûr qu'il n'y a plus d'oxygène là-dedans. Donc, ça sent super bien dans la brasserie ce jour. Hein. Et comme ça, en fait, on obtient un whisky sans oxygène là-dedans. Et comme ça, on peut faire l'infusion sans problème et sans oxyder de la bière. Après. Deuxième dégustation. Bon, maintenant on va goûter un barley wine. Un barley wine, c'est une bière à super haute gravité. Une bière qui contient aussi, après la fermentation, assez de sucre résiduel. Donc ça donne une certaine douceur. C'est une bière de 14%, donc assez fort. Et nous avons deux variétés à goûter. Donc on va commencer avec la version standard, c'est-à-dire c'est une barley wine qui est doublonnée à cru avec 3 différents doublons, du Motueka, du Citra et du Mosaïque, ce qui est un peu particulier pour une barley wine qui est normalement une bière qui n'est pas doublonnée à cru en standard. Donc c'est une version un peu spéciale. Après on va goûter également la version qui a été mise en barrique pendant 1 an, et où on a rajouté également des épices chai, pour donner encore une valeur ajoutée, en fait, un goût un peu plus spécifique, comme du soja. Et donc, après, on pourra comparer les deux. Donc, laissons commencer. La couleur, en fait, d'un barley wine est normalement, ça c'est typique, sont typiques des bières ambrées. Premièrement, on utilise autant de malt que même si on utilise des malts qui sont pas colorés, qui sont assez jaunes, comme on dit. Comme on utilise autant, ils vont toujours donner une couleur un peu plus foncée à la bière. Donc un barley wine de nature, c'est déjà une bière foncée, parce qu'en fait, on n'utilise pas de sucre rajouté, en fait. Donc on commence avec un mou à très haute gravité pour créer de l'alcool. Dans les autres bières, comme des triples, parfois on rajoute des sucres, mais en rajoutant des sucres, on peut augmenter le taux d'alcool, sans augmenter la couleur de la bière et sans augmenter la sensation en bouche, les sucres résiduels qu'il y a encore là-dedans. Dans un barley wine, certainement dans cette version, il n'y a pas de sucre ajouté. Donc en fait, tout l'alcool vient des sucres qui sont en fait obtenus par le malt, qui sont convertis en alcool après. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a autant de sucre résiduel là-dedans, parce qu'il y a toujours un pourcentage des sucres qui n'est pas fermentescible. Et donc voilà, ça se donne ce résultat-là, ce qui est quand même une bière assez spéciale. Troisième dégustation, on goûte maintenant la version barriquée de la bière précédemment dégustée. Un chai latte stout, un imperial chai latte stout. Donc c'est en fait une stout avec énormément d'avoine là-dedans, infusée également aux épices chai. Donc ça donne un goût vraiment particulier. Je vous fais goûter un instant. C'est vraiment noir. Hein. En fait, à cause des épices, tu vois également qu'il n'y a pas beaucoup de stabilité de mousse. Ça, c'est classique pour certaines bières. J'avais encore oublié de dire que la bière a été mise pendant 1 an sur des fûts de chêne aussi. Donc, French Bourbon Barrels. Au nez, ça sent la sauce soja.
Ah bah oui, c'est les épices chai qui sont là-dedans. Donc oui, tu as raison, absolument. Oui, puis le corps, il y a de la matière. Ouais, c'est un peu de... Je trouve que ça a certaines sensations en bouche un peu plus gras. Donc c'est comme il y a de la graisse là-dedans. Hein? Tu n'as pas l'impression hein? Donc ça c'est l'avoine que tu as. Donc en fait l'effet que l'avoine a sur la sensation en bouche, c'est un peu de graisseur en fait. Donc c'est vraiment particulier. Et ce client-là, il aime bien l'utiliser. Donc toutes ces bières en fait contiennent énormément de l'avoine. Ouais, c'est pas super facile à filtrer, pas super facile à moudre non plus, mais bon, c'est ça que le client veut, donc on le fait. Là, changement de décor. Changement de décor, une bière sans alcool, aux cerises, vraiment douce, donc c'est vraiment quelque chose de différent. Une bière rouge, avec une mousse aussi rouge, aussi rouge, donc c'est vraiment quelque chose plus neutre. Voilà. Donc une bière fruitée, en fait, on fait de différents types. Donc on peut faire des bières fruitées qui sont super acides, donc où il n'y a pas d'édulcorant ni de sucre rajouté là-dedans. À côté de ça, il y a également des bières fruitées super douces. C'est un peu les bières plus mainstream en fait, que les gens aiment bien boire sur une terrasse pendant l'été, qui sont super populaires chez les jeunes. C'est une bière française, mais qui est surtout vendue sur le marché belge. Parce qu'en fait, en Belgique, les bières fruitées, sans alcool, sont hyper populaires à ce moment. Pour produire une bière fruitée, on commence normalement avec une base d'une bière blanche assez neutre. Donc ça veut dire qu'on n'utilise pas vraiment des houblons aromatisantes, pas vraiment des épices, pas de coriandre, pas de curaçao pour une bière fruitée. Donc on commence vraiment avec une blanche sans tout ça, avec un peu de houblon amérisant. Beaucoup de blé, donc normalement autour de 35-45% de malt blé ou du blé. Et ça donne en fait un rondeur à la bière. Sur cette base-là, on rajoute en fait des jus et si le client le veut, en fait aussi des arômes. Après, pour finir, on peut rajouter un peu de sucre, un peu d'édulcorant si nécessaire, stevia, sucralose. Parce qu'en fait, si on ne le fait pas, la bière fruitée qu'on produit est vraiment acide. Ça donne une certaine fraîcheur. Il n'y a personne qui l'aime. Mais normalement, on rajoute quand même un peu de sucre, c'est-à-dire 1 gramme, 2 grammes par litre, pour donner un peu plus de rondeur, un peu plus de balance à la bière. 5e dégustation. Donc, on va terminer par une bière blonde. C'est pas une triple, c'est pas 7%, c'est 6,9% en alcool. Une bière assez classique qui est brassée en fait avec 3 différents types de malt. Donc, nous avons le malt d'orge, le malt de seigle et l'avoine. L'avoine est assez populaire les dernières années. En houblonnage, nous avons Magnum en houblon amérisante. Et ça, c'est une Golding comme houblon aromatique. Et la bière est aussi refermentée en bouteille avec une levure standard, le F2, qui est bien connue. Donc c'est une bière bien équilibrée, une bière de base, mais que tout le monde aime. Tu connais toutes tes recettes par cœur? Je ne connais pas toutes les recettes par cœur, mais c'est toujours moi qui fais les recettes. Donc il n'y a personne ici dans la brasserie qui fait des recettes à part de moi. Donc, oui, j'en connais quand même pas mal. Ouais. Oui, parce que dans ce cas précis, tu as créé la recette, ce qui veut dire qu'on a affaire à une bière de marque et pas à une bière en sous-traitance pour une brasserie existante. Non, mais donc nous avons différents clients. Hein. Nous avons vraiment des brasseries professionnelles, des grandes brasseries aussi, mais également on brasse pour quoi? Comme j'avais dit, pour mon coiffeur. Aussi pour des gens qui n'ont pas de brasserie mais qui veulent lancer leur marque. En fait, nous sommes une brasserie complémentaire pour des gens qui n'ont pas de production ou qui n'ont pas assez de capacité ou qui ne savent pas faire certaines choses. Donc il faut vraiment nous voir comme une solution complémentaire. Dans ce cas-ci, le client, il nous a fourni une recette qui n'était pas complète parce que c'était un amateur brasseur. Nous avons optimisé la recette et après nous avons brassé en fait en grande échelle.
Merci à Wouter Vermersch et à toute l'équipe de BCB pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir la brasserie en images. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Pensez à laisser un commentaire et 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Et n'oubliez pas de soutenir le Podcapsuleur sur Tipeee. Le lien est dans la description. Rendez-vous dans un mois pour découvrir une nouvelle brasserie. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez et sans forcer.